bonjour aux internautes d'Africa Globe TV. Je m'appelle Jerry Gwenaël Azelinon. Je suis un Béninois mais résident au Sénégal depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis écrivain, poète. Je suis également engagé dans tout ce qui est question de mobilisation de la jeunesse, de droits des jeunes filles et des femmes. Voilà, je travaille dans la gestion de projets de manière générale. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire sur moi. Très bien, puisque nous sommes en mars, c'est le mois consacré à la femme, et plus précisément le 8 qui est déjà derrière nous. Alors, nous allons parler justement de vos engagements en faveur des droits des femmes. Donc, vous représentez, vous ne l'avez pas dit, le mouvement Doina qui se dédie à la lutte contre la violence faite aux femmes, et vous êtes aussi secrétaire général de Yewi, et une autre association qui lutte, elle, contre la précarité menstruelle. Et en 2018, vous avez été pour l'ONU Femmes, ambassadeur He4She. Okay. Donc votre engagement vous a fait également entrer au conseil de la jeunesse de l'UNICEF Sénégal. Vous êtes aussi coach d'une équipe de football féminine qui s'appelle Dakar Sacred Queens. Alors, la question c'est d'où vous vient cet engagement-là? On dirait que vous avez tout dédié à la promotion et au respect des droits des femmes. Tout dédié, oui, parce que en fait, j'ai l'habitude de le dire. Moi, ces questions-là sont des questions dont je n'ai pas très vite été conscient, parce que voilà, moi, j'ai grandi dans une famille béninoise. Je pense pour ceux qui ont un minimum de connaissances du Bénin, des familles où que tu sois un homme ou une femme, en tout cas, la cuisine, c'est l'espace de tout le monde. La place de tout le monde est à la cuisine. Ta chambre, c'est toi-même qui l'as fait. On nous initie très vite aux tâches ménagères, même si je vois que dernièrement les parents ils sont un peu plus laxistes sur les benjamins. Bon, c'est juste pour rire, mais voilà. Donc dans les familles béninoises, c'est vraiment, il n'y a pas cette séparation des tâches ménagères en fonction que tu sois un homme ou une femme. Et je le dis toujours, moi, la première personne que j'ai connue qui avait vraiment du succès par rapport à son travail, que j'ai envié quand je me disais, ah, quand je vais grandir, je veux travailler et devenir comme cette personne, c'était une femme. C'était la petite sœur de ma maman. C'est celle qui a eu la carrière la plus florisante dès le plus bas âge. C'est elle qui venait déjà en voiture, qui déménageait et tout ça. Donc moi, ça a été une figure qui m'a toujours inspiré. Chaque fois que je grandissais, je disais, je veux devenir comme Tata Dorcas, je veux devenir comme Tata Dorcas. Donc ça a été très dur pour moi lorsque, un peu plus tard, au cours de ma vie de jeune adulte, j'ai appris que voilà, une femme sur trois subissait ou allait subir une agression durant son existence. Quand j'ai également appris que voilà, la plupart du temps, 60 à 80% des bourreaux sont des proches, voilà, qu'il y a beaucoup de parties dans le monde où les femmes n'ont pas comment dire, à poste égal, les femmes n'ont pas le même salaire que les hommes. Quand j'ai su que par exemple, si une femme elle veut voyager avec son enfant, elle n'a pas le droit, qu'elle doit demander l'autorisation du mari, et que si voilà, elle n'est pas en de bons termes avec celui-ci, voilà. Donc voilà, toutes ces choses-là, qu'un homme a le droit de refuser de reconnaître une paternalité, même s'il y a un test ADN qui s'appuie. Et je pense que c'est quelque chose qui a suscité ma curiosité. Je me suis dit, mais comment est-ce que tout ça c'est possible déjà? Comment est-ce que tout ça c'est possible et que je ne sois au courant que maintenant? Parce que j'ai été au courant de tout ça dans le cadre d'un concours universitaire auquel j'ai participé. C'est lequel? Voix des jeunes. Donc c'était un concours qui a été fait par Social Change Factory. Donc je participais pour le compte de mon école. Et à une des phases du concours, justement, on a travaillé sur la question des droits des femmes avec mon équipe. Et donc du coup, chaque fois qu'on doit travailler sur une question, on a des experts de cette question-là qui viennent nous donner un peu l'état des lieux, et ensuite nous-mêmes, on doit trouver une solution à un problème de cette thématique. Donc c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me rapprocher de tout ce qui était conférences, panels qui discutaient de ces questions-là. J'ai également développé mon petit réseau, donc de fil en aiguille. Je pense qu'on a commencé à m'inviter également lorsqu'il y avait des initiatives. Et je pense en 2016, j'ai eu la chance pour le compte de UNICEF et de ONU Femmes de participer au sommet africain de la masculinité positive et de lutte pour les questions de droits des femmes. Justement, on en vient concernant la masculinité positive. Mais avant ça, les associations dont vous appartenez, l'association Doina, c'est quoi? Donc oui, donc je suis représentant de Doina et secrétaire général de Yewi Association, comme on l'a dit. Doina, de base, c'était une campagne. C'est une campagne même qui est née justement de ce voyage-là dont je parlais au Kenya en 2016. Où j'ai eu à rencontrer des jeunes Africains qui font des choses incroyables un peu partout. Et il y a une Sénégalaise justement que les gens connaissent très bien maintenant, Sofatou, donc qui est à la tête de la marque Sofatou.
qui, elle, a voulu mettre en place une campagne. Donc c'était son action de retour. Donc c'était une campagne qui devait être annuelle et qui devait durer chaque fois durant les 16 jours d'activisme qui ont lieu du 25 novembre au 10 décembre dans le monde entier. Et du coup, elle m'a associé à cette initiative-là. Et de fil en aiguille, la campagne qui était censée être juste digitale est devenue une initiative d'accompagnement et de prise en charge des victimes. Voilà, donc comme on a fait au-delà de la sensibilisation en ligne, on fait de la sensibilisation avec des ateliers dans des écoles et dans des mouvements de jeunesse, on fait de la prise en charge de victimes, on fait de l'accompagnement également de victimes sur le point de vue judiciaire, etc. etc. L'association YIWI, quant à elle, c'est lutte contre la précarité menstruelle. Aujourd'hui, la précarité menstruelle, c'est quoi? C'est de se dire que du fait de la précarité, donc de la pauvreté, tout ça, on a beaucoup de femmes et de jeunes filles dans le monde aujourd'hui qui ne peuvent pas convenablement et décemment vivre leurs règles parce que du coup, les serviettes hygiéniques coûtent trop cher, c'est un budget, parce que nos infrastructures, qu'elles soient scolaires ou même parfois professionnelles, ne sont pas adaptées à ce que les femmes puissent justement vivre décemment leurs règles, se changer en toute tranquillité et tout ça. Donc du coup, c'est un peu ces questions-là qu'on essaie d'adresser à travers des plaidoyers pour que les taxes sur les serviettes hygiéniques du coup soient réduites à la baisse ou soient même enlevées carrément, parce que comme on a l'habitude de le dire aujourd'hui, on trouve des préservatifs gratuits à certains endroits. Il y a des distributions gratuites de préservatifs où les préservatifs ne coûtent que 100 francs, 150. Avec 100 ou 150, on peut avoir un préservatif. Alors que le sexe, c'est un choix que les gens font. Voilà. Donc on choisit d'avoir une activité sexuelle. Quand bien sûr, cette-ci n'est pas dans le cadre d'une violence et tout. Sauf que voir ses règles, voir ses menstrues, c'est quelque chose qui est imposé à la femme. Et donc du coup, pourquoi est-ce que quelque chose qu'on fait par choix, on nous facilite la tâche en subventionnant relativement ce qui nous y mène, alors que ce qui est imposé justement, on le paye au prix cher. Donc c'est un peu le sens de ce plaidoyer-là. Il y a également des distributions et des campagnes de sensibilisation et de formation sur les serviettes hygiéniques qui sont faites un peu partout dans le pays. On a fait de la distribution dans des prisons pour femmes, à la Maison Rose. On a même été jusqu'à construire et rénover des toilettes dans la ville de Saint-Louis, dans des écoles, lycées avec lesquels nous sommes partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est très important que cette question même d'infrastructure soit soulevée, parce que on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de jeunes femmes ratent énormément d'heures de cours. On est entre 250 et 300 heures par année, sachant que le quantum horaire imposé, si je ne dis pas de bêtises, c'est 900 heures. Donc ça fait à peu près un tiers d'heures de cours qu'elles ratent, parce que justement, quand elles ont leurs règles, le personnel et leurs camarades ne sont pas sensibilisés à pouvoir avoir le bon discours et n'ont même pas la pédagogie justement de traiter cette question-là. Tout ça ajouté au fait que justement quand elles ont leurs règles, l'infrastructure sanitaire n'est pas là pour justement leur permettre d'aller se changer, de se nettoyer, tout ça. Et donc elles préfèrent juste rester à la maison, de vivre à la maison, parce qu'au moins elles sont sûres que chez elles, elles ont le minimum requis pour pouvoir justement convenablement vivre ces quelques jours ou cette semaine-là. Je pense que c'est une contribution très intéressante de votre part, mais comment est-ce que cela est regardé par les hommes, vos amis? Parce que ce n'est pas fréquent de voir un jeune homme justement qui s'engage pour cette question-là. À la limite, on dit que ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des femmes. Comment c'est vu? Je vais commencer par votre dernière, ce que vous avez dit à la fin. Pour moi, justement, les questions de droits des femmes sont des questions de la population. Et ce n'est même pas pour faire de la récupération ou quoi que ce soit, ou pour être dans du romantisme. Non, pas du tout. Ce que je m'explique aujourd'hui, moi, il y a une illustration qu'on me donne souvent. C'est de dire aujourd'hui, les chiffres le montrent. Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, et même la moitié du Sénégal, la moitié dans la plupart des pays, à quelques exceptions près. Je pense qu'il n'y a même pas 10 ou 20 pays dans le monde où cette balance n'est pas faite. Et du coup, si on considère aujourd'hui que le monde entier est une équipe de foot, c'est-à-dire, nous on dit qu'on veut avancer vers le développement, surtout pour les cas de nos pays qui sont en voie de développement depuis Mathusalem, un développement qu'on entend juste mais qu'on ne perçoit jamais. Donc nous on dit qu'on veut aller vers ce développement-là, mais on décide de jouer qu'avec la moitié de notre équipe, c'est-à-dire l'autre moitié on la met au banc, l'autre moitié on la marginalise, l'autre moitié on la met pas dans les bonnes conditions pour s'entraîner, pour s'équiper et pour être performante sur le terrain. Je pense que c'est une utopie, c'est-à-dire ce développement on ne le veut pas en fin de compte. La deuxième chose aussi, c'est de dire aujourd'hui, les questions de droits des droits des femmes sont des questions humaines et donc du coup des questions de toute la population, parce que
oui, aussi terre à terre que ça puisse paraître, c'est la femme qui donne la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, si jamais on ne met pas les femmes dans de bonnes conditions et qu'il y a une grève mondiale et que toutes les femmes disent ok, aujourd'hui notre situation de femme, on ne va plus la vivre, on ne va plus donner vie et tout ça, bah, la race humaine, elle va s'éteindre plus tôt que prévu. Hein. Et moi je le disais la dernière fois pour le 8 mars, je pense que ce serait drôle quand même que au lieu des actions que les entreprises font aujourd'hui, que le 8 mars soit une journée chômée payée pour toutes les femmes dans le monde, peu importe l'exercice de leur fonction et peu importe la gravité de la situation terrestre. Et je pense que peut-être que là, en ce moment-là, on se rendrait compte de l'impact qu'elles ont. Et quand je dis ça, les gens disent oui, mais même si on envoyait tous les hommes en chômé un jour payés, tout ça, les femmes auront de complications pour se débrouiller ce jour-là. Mais le souci, c'est que je pense que personne ne remet en cause l'apport des hommes dans la société. Ce qui est remis en cause, c'est l'apport des femmes dans la société, alors que c'est un apport qui est réel, mais on veut, dans nos discours, dans notre manière d'être, ou dans notre manière de présenter les choses, faire comme si cet apport-là, il n'était qu'un apport de figurant, comme si ce n'était pas un apport qui était nécessaire justement à notre survie et à notre vie humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dommage parce que même si on va sur des questions aussi terre à terre que les questions des menstrues, beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas ce qu'est une menstrue. Nous, un jour, on a joué justement à faire un reportage avec des chefs d'entreprise ou des directeurs des ressources humaines de boîtes pour voir à quel point justement ils étaient au fait de ce que une partie de leur staff traversait. Mais beaucoup ne savent pas c'est quoi les menstrues. Beaucoup ne savent même pas comment est-ce qu'on compte le cycle. Bon, ça encore. Quand vous dites qu'ils ne savent pas, c'est dans quel sens? Bah, c'est-à-dire que même la définition, quand vous leur demandez aujourd'hui c'est quoi des menstrues, ah bon? Bah, ils bégayent, ils disent oui, je pense que c'est une maladie. Ouais, certains le décrivent comme une maladie, comme voilà. Mais vous avez dit règles, ils n'ont pas compris. Menstrues, c'est parce qu'ils utilisent. Beaucoup utilisent les anglais, voilà, vous savez, c'est ces petits noms-là qu'on utilise pour dévier justement la question et tout ça. Donc beaucoup pensent que c'est une maladie, comment est-ce que ça se fait, combien de temps ça dure. Et moi je me dis, même au-delà d'avoir du staff, vous avez des femmes, vous avez des filles, vous êtes parents et tout. Et pour moi, la question même d'avoir un staff, elle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vivent vraiment l'enfer quand c'est leur règle. J'ai l'impression même la plupart. Et du coup, si vous n'avez pas cette empathie, si vous n'avez pas cette compréhension de ce que c'est, vous allez croire que c'est du caprice. Et du coup, ça fait qu'en fait, sans même vous en rendre compte, bah, vous êtes en train d'attenter et vous êtes en train de pratiquer une violence envers ce staff-là, justement, parce que vous ne prenez pas en compte sa situation. Alors, Jerry, vous n'avez pas répondu très précisément à ma question. Quel est le regard que les hommes posent sur votre engagement? Ah oui, je pense que maintenant ça va, ces dernières années. Avant, c'était? Oui, avant c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il vous disait? Je vois surtout que moi j'ai une particularité, c'est que j'ai commencé dans la vie active très vite. Franchement, je pense que j'étais en fin de licence ou en mi-licence quand j'ai commencé à travailler et tout. Et je pense que, bon, vous savez, la question de se dire oui, que je suis entraîné par des lobbies, on voit déjà de quel lobby je parle et tout. La facilité. Voilà, c'était la facilité parce qu'on ne comprenait pas forcément cet engagement-là, que même moi je ne comprends pas forcément. Hein, parce que quand on me dit, ouais, votre question du début, pourquoi tu le fais, mais je sais pas, parce que pour moi c'est naturel. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il faut une raison pour s'engager pour cette question-là? Donc il y a eu ça, il y a également eu un regard qui disait que oui, que moi ça se voit que dans mon mariage, c'est ma femme qui portera la culotte, de se dire que oui. Mais ce ne sont pas des Bénins, des Togolais qui vous le disent, ça, par contre. Pas en grande majorité, peut-être au compte-gouttes, oui, peut-être au compte-gouttes, oui. Je pense que non, oui, c'était pas vraiment des Béninois, parce que je pense que ma famille n'a jamais questionné, ma famille directe, ils n'ont jamais questionné mon engagement, c'était plus au moment où, à un moment donné, ils voyaient que voilà, il y avait peut-être des prises à partir. Bon, moi encore ça va, moi j'ai pas eu de menaces ou de choses particulières, mais j'ai connu des collègues dans le mouvement, que ce soit des hommes autant que des femmes, bah, plus des femmes même que des hommes. Qui sont menacés? Voilà. Parce que quoi? Je ne vais pas dire peut-être menacés pour les hommes, mais en tout cas qui ont eu des commentaires beaucoup plus virulents que moi. Moi, je pense que les gens, ils questionnaient beaucoup et ils essayaient de me mettre mal à l'aise avec la situation. Mais je connais des gens avec qui on n'a pas du tout été tendre. Ça a été vraiment des insultes frontales et tout ça. Parce que je pense que c'est un engagement qui ne se comprend pas. Et ce que moi je dis aussi, c'est que souvent on dit oui, les hommes ne sont pas au fait. Si, je pense que les hommes sont au fait. Je pense que justement, c'est parce que les hommes sont au fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que d'autres hommes sont engagés dans ce combat-là. Parce que vous savez, c'est facile aujourd'hui, quand vous avez une facilité, quand il y a des choses qui vous sont simples et que du jour au lendemain on vous dit ok, bon vous avez profité de telle et telle chose pendant trop de décennies, on va rebattre les cadres et les distribuer et du coup on se dit ah, mais cette chose que j'avais pour acquis, je vais devoir me battre pour, je vais devoir prouver que je la veux et tout. Parce que moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui que sur les questions de droits des femmes,
nous tous, nous sommes entourés de femmes qui en parlent quand c'est le 8 mars, on voit, et qu'on n'aille pas se renseigner. Moi, je suis fan de Formule 1. J'ai jamais été dans une école de mécanique. Pourtant, aujourd'hui, je peux vous décrire c'est quoi le pneu soft, c'est quoi quand il pleut, pourquoi est-ce que le pilote il prend tel pneu, comment est-ce que le moteur fonctionne et tout ça. Mais j'ai jamais été dans une école de mécanique. Et pourquoi? Parce que je me suis renseigné sur ça. Le football, pareil. Vous voyez n'importe quel homme féru de foot aujourd'hui, vous lui demandez c'est quoi le transfert le joueur qui coûte le plus cher aujourd'hui, il va vous le sortir, il va vous sortir des statistiques, on est capable de vous dire oui, vous savez Bukayo Saka il a marqué tel nombre de buts en tel nombre de matchs, il a dépassé Cristiano sur telle année, et pour moi c'est des choses qu'on est capable de savoir parce qu'on s'est renseigné dessus, parce que ça nous intéresse. Donc du coup, autant qu'on peut se renseigner sur des choses qui sont aussi techniques que ça, pour moi, on peut également faire l'effort de se renseigner sur des choses qui sont des questions de survie et des questions de tous les jours, à savoir les questions de conditions des femmes dans le monde. Et c'est ce que vous avez fait? Oui, voilà, moi je pense que j'ai beaucoup passé par ça. J'allais vraiment souvent à ONU Femmes, à UNICEF, lorsqu'ils organisaient des panels, des conférences. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, mon visage est devenu tellement particulier que voilà, le réseau, les gens ils s'approchent de vous, ils vous disent ah, il y a telle formation, est-ce que tu veux y participer, il y a telle chose, est-ce que ça te dit et tout. Et c'est ça justement qui a fait, comme vous l'avez dit, que j'ai fini au conseil de l'UNICEF. De l'UNICEF pour les jeunes en représentant les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, très bien. Et les parents, la famille, comment ils voient votre engagement? Ils vous encouragent? Ils sont contents? Ma mère et puis ma tante dont je parlais tout à l'heure, Tata Dorcas, je pense que c'est les plus grands. Ma mère, souvent même quand je vais en vacances au Bénin et qu'on parle de choses, des droits des femmes et tout ça, elle se tourne vers moi et elle dit ah, leur ami est là. Donc, je pense mon père, on n'en parle pas forcément, parce que bon, c'est les relations entre les pères en Afrique et tout ça. C'est pas un sujet qu'on aborde vraiment quelquefois. Mais est-ce qu'il sait que Oui, il sait, il voit, souvent je lui partage les articles, ou lui-même il partage les articles à ses amis et tout ça. Donc je sais qu'il sait, il m'a jamais verbalisé son avis, mais je pense que il est OK pour. Après, comme je le disais, dernièrement, avec les amis, encore même, ça va, parce que maintenant, c'est même eux, chaque fois qu'il y a quelque chose, ils m'envoient, ils me disent qu'est-ce que tu en penses. Quand ils sont dans certaines situations et qu'ils veulent dire certaines choses, ils me disent qu'est-ce que tu en penses. Mais au début, c'était un peu tendu. Voilà, en fait, j'avais l'impression qu'il fallait tout le temps justifier le pourquoi. Même avec mes amis proches, je pense qu'il y en a un, deux qui ont compris. Donc, vous les avez influencés positivement. Ils prennent conscience de la situation? Je pense que je n'aurais pas laissé le choix non plus. Ah oui? Je pense aussi que je n'aurais pas laissé le choix. Comme je disais, j'ai mon meilleur ami et puis un autre ami, Joël justement, qui décidait, eux, de facto, eux, ils n'ont pas vraiment questionné. Les autres, c'était parfois quand ils faisaient certaines choses, je leur disais mais est-ce que tu te rends compte que ça c'est pas ça, et ils disaient mais non tu abuses et tout. Mais je pense que de fil en aiguille, quand justement parfois il y a des situations et que je leur dis ah, parce que ce que j'ai compris c'est que sur le moment quand ils font quelque chose et que j'essaye d'attirer leur attention, ils vont pas accepter. Mais après quand le moment passe et que sur des exemples qui sont pris sur d'autres personnes ou sur d'autres situations, justement j'essaie de leur faire comprendre et de leur dire en fait tu vois ça là, tu vois aujourd'hui tu es indigné par rapport à ça. Mais ça, c'est exactement la même chose que toi, tu disais la dernière fois ou que toi, tu faisais dans ce cadre-là. Et là, je pense qu'ils voient un peu plus justement le rapport. Et donc, c'est pas encore parfait. Il reste encore une marge de progression. Mais c'est déjà très avancé par rapport à ce que c'était il y a quelques années. Très bien. Donc, de manière tacite ou même de manière plutôt affirmée, vous arrivez à impacter les autres. Ils prennent conscience de la situation. Oui, je pense et ils revoient leur manière de se comporter par rapport à ces questions. Oui, je pense que l'exemplarité et la constance, justement, sont des choses qui peuvent faire changer les gens. Parce que si vous, comme je le dis, pour moi, le féminisme et tout ça, pour moi, c'est pas un combat, pour moi, c'est un mode de vie. C'est quelque chose qu'on doit intégrer on doit se déconstruire au quotidien. Même moi, je le dis, je pense que parfois, même moi, je suis encore très loin de la perfection. Parfois, je pense que je dois forcément dire ou faire des choses ou avoir comment dire, vous savez, en fait, ces lacunes-là encore qu'on traîne parfois et tout, parce qu'on est dans une société qui est tellement normée comme ça que parfois on peut se surprendre à faire certaines choses. Donc c'est une déconstruction qui est quotidienne. Et moi, c'est ça que je dis parfois quand on va en entretien, en atelier avec les jeunes garçons, c'est de leur dire, il ne faut pas que vous m'idéalisiez. Moi, je ne suis pas le modèle idéal d'homme. Il n'y a pas de modèle idéal d'homme. C'est un travail de tous les jours qu'on fait. Parce qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, c'est la chose la plus dangereuse, c'est ça qui va faire qu'un jour vous allez vous dire non, parce que moi je suis militant, je peux me permettre. Non. Même le fait que je sois militant ne me permet pas du tout de me dire que je peux parler au nom des femmes ou que je peux ceci ou que je peux cela. Peu importe
les actions que j'aurais fait avec elle, peu importe ce que j'aurais mené comme lutte pour elle, je ne peux pas et je ne serai jamais légitime à me mettre à leur place. Donc en fait pour moi c'est ça, c'est que c'est un travail quotidien de déconstruction qu'il faut faire. Il faut continuer à travailler sur soi, il faut continuer à prendre en compte justement, à s'informer, à s'éduquer, parce que c'est des choses qu'on ne fait pas assez. On se dit que comme on a les B.A.B.A. c'est fini, non, les choses changent. Il faut continuer à s'informer, à s'éduquer et puis voilà, et être au courant de ce qui se fait et à être engagé dans la lutte. Très bien, donc on n'arrête pas de se mettre à jour. Oui, alors voilà. revenons sur la masculinité positive. Voilà, c'est quoi ce concept de masculinité positive? Moi en fait, de manière très simple, pas de dictionnaire ou de Google et tout ça, moi ce que je me dis aujourd'hui c'est que comment les hommes ont été dans le monde ont fait qu'aujourd'hui la masculinité a trop été associée à des choses négatives, c'est-à-dire à de la haine, à de la violence, à du manque d'empathie, à des agressions sexuelles et tout ça. Et justement aujourd'hui avec la masculinité positive, c'est de se dire mais la masculinité, elle regorge aussi plein d'autres choses. Elle regorge aussi de la sensibilité, de la responsabilité, de la protection, donc tous ces aspects positifs-là, c'est eux qu'on essaie de vouloir faire sortir. Je sais que pendant très longtemps, on a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne changez pas juste le mot masculinité? Changer le mot masculinité, justement, ce serait d'accord avec le fait que le masculin ne vient qu'avec du négatif. Et du coup, pour moi, c'est pour ça en fait qu'il y a cet assemblage de masculinité positive. Aujourd'hui, la masculinité positive, c'est de dire, en étant homme, il y a plein de choses que la masculinité offre à l'homme et qu'il faut explorer. Et c'est ces choses-là qu'on veut pousser les hommes à explorer. Et je pense qu'une vidéo répond très bien à cette question. C'est une vidéo que Gillette a fait et qui s'appelle The Best a Man Can Be. Donc le meilleur qu'on peut tirer d'un homme ou la meilleure version qu'un homme peut être. Et où on montre un parallèle justement entre les situations où les hommes sont en train d'avoir des comportements exécrables du fait justement de leur condition d'homme, mais où aussi d'autres hommes, du fait de leur condition d'homme, sont en train de rappeler ces premiers hommes-là, sont en train de les rappeler justement à leur bon sens et à leur responsabilité. Alors, très bien. Et il y a eu justement cette conférence-là sur la masculinité positive. C'était où et quand? Donc en fait, c'était le deuxième. Il y a eu la conférence en 2016, je pense. En fait, ça a été institutionnalisé. Oui, donc il y a deux choses différentes en fait. Donc moi, ce qui a vraiment, je pense, a été un grand tournant de mon engagement, c'était en 2016. Il y avait le sommet de la masculinité positive et de la lutte pour les droits des femmes qui a eu lieu au Kenya, où justement il y a eu plein de jeunes du monde entier, mais plus de l'Afrique et quelques personnes qui venaient du monde entier, qui sont venus partager du coup les bonnes pratiques qu'ils faisaient dans leur pays et les initiatives pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer et puissent aller le dupliquer dans leur pays. Et moi, j'ai été particulièrement marqué par une d'elles qui s'appelait Educate Our Boys. Donc, qui était une initiative, franchement, où des jeunes d'eux-mêmes, des jeunes hommes allaient dans les écoles, allaient dans les espaces de rencontre des jeunes garçons pour parler avec eux, leur dire voilà, les gars, voilà, maintenant, il est temps qu'on arrête de nous associer juste à de mauvaises choses, parce qu'on a beaucoup plus de choses à offrir. Après, il y a eu également le sommet, qui est un désormais sommet annuel de la masculinité positive, qui est un sommet des chefs d'État, justement, qui prennent des engagements. Et le deuxième a eu lieu à Dakar, justement, l'année passée. Et j'étais allé délivrer, justement, le message que les jeunes ont eu à rédiger et les travaux qui ont été faits pour les chefs d'État. Très bien. Est-ce que vous, par rapport à votre engagement, est-ce que vous regardez un peu les sociétés scandinaves, norvégiennes, suédoises, danoises, où il y a aussi le congé de paternité, où l'homme a son 6 mois de congé, où il reste à la maison, il fait tout, il s'occupe du bébé, il fait la cuisine, madame va au boulot. Est-ce que c'est quelque chose dont vous dites que vous aimeriez que dans nos sociétés, on ait ça comme ça, pour que la femme puisse aussi souffler? Ah oui, bien sûr. Moi, pas plus tard qu'hier, lors d'un webinaire, on en parlait, parce que ces sociétés scandinaves, comme vous le dites aujourd'hui, ont enlevé les taxes sur les serviettes hygiéniques. Je pense même qu'ils sont en distribution gratuite à certains points clés et tout ça. Comme vous parlez, le congé paternité, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Mais pour moi, même avant d'arriver au congé paternité, il faudrait également que les hommes prennent conscience de leur rôle dans le mariage et dans cette question de paternité. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un bénéficie de 6 mois pour aller s'asseoir, plier les pieds, ne pas faire, lorsque le bébé pleure, dire oui, mais vas-y, c'est toi qui connais, c'est toi qui sais.